Ma fille m'a appelé mardi dernier. Elle m'a dit « Maman, je m'inquiète pour toi. » Et j'ai répondu « C'est très gentil, Léa. » Et elle a ajouté « Non, je veux dire, est-ce que tu vas vraiment bien? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu sors un peu? » J'ai 83 ans. J'ai survécu à un mariage, à une carrière, à 2 amis proches et à environ 4 versions différentes de moi-même. Et ma fille m'appelle pour me demander si je mange. Je lui ai dit que j'allais bien. Elle ne m'a pas cru. C'est ça, le problème quand on est une femme de plus de 60 ans. Les gens cessent de vous demander ce que vous pensez et commencent à vous demander si vous vous en sortez. Il y a une énorme différence entre ces 2 questions et la plupart des gens ne remarquent jamais qu'ils ont franchi la ligne. Mon nom est Marguerite. J'ai 83 ans. Et je veux parler aujourd'hui de ces choses que nous faisons, nous, les femmes d'un certain âge, et que personne ne nous dit qu'elles nous rendent lentement, silencieusement, plus petites. Pas les choses dramatiques, pas les plus évidentes, les petites, les quotidiennes, celles qui semblent si raisonnables que nous les faisons depuis 40 ans sans jamais nous demander pourquoi. Je les connais parce que je les ai toutes faites. Certaines, je me surprends encore à les faire. Et je pense que, si vous approchez de la soixantaine ou si vous l'avez dépassée, vous allez en reconnaître quelques-unes. Peut-être même plus que quelques-unes. La première, presque personne ne l'admet, et c'est celle-ci. Continuez à donner le change. Je ne parle pas de théâtre, je parle de cette performance constante et épuisante d'aller bien, d'être capable, d'être la femme qui gère tout, de se présenter aux fêtes de famille, de porter la conversation, de se souvenir des allergies de tout le monde et de ne jamais laisser le masque glisser assez longtemps pour que quelqu'un dise « Tu es fatigué, tu as besoin de quelque chose ». J'ai fait cela pendant des décennies. Je l'ai si bien fait qu'à 60 ans, j'aurais été incapable de vous dire ce dont j'avais réellement besoin, parce que je ne m'étais jamais entraînée à demander. Je me souviens d'un déjeuner du dimanche, ça devait être il y a 15 ans, quand Richard était encore avec nous. Mes 5 enfants étaient là, ce qui était assez rare pour ressembler à une grande occasion. J'étais debout depuis 7 heures du matin. La table était magnifique, le repas était chaud. Et l'un de mes fils a regardé l'ensemble et a dit « Maman fait paraître tout ça si facile. » Et j'ai souri. J'ai dit quelque chose comme « Oh, ce n'est rien. » Et ce n'était pas rien. C'était tout ce que j'avais à donner ce jour-là. Mais j'avais entraîné tout mon entourage à voir cela comme rien, parce que c'était la performance. C'est à cela que je pensais qu'une femme bien devait ressembler, sans effort, sans plainte, parfaite. Le coût de cette performance avec le temps, c'est que les gens cessent de proposer leur aide. Ils cessent de demander. Ils cessent de se demander si vous pourriez avoir besoin de quelque chose parce que vous leur avez prouvé chaque fois que ce n'était pas le cas. Vous avez été si convaincante qu'ils vous ont cru. Quand Richard est mort, je ne savais pas comment laisser quelqu'un prendre soin de moi. Je ne savais sincèrement pas comment faire. Je continuais à préparer mon propre thé. Je continuais à dire que je m'en sortais. Je continuais à jouer la femme forte au moment précis où j'avais besoin que quelqu'un voie à travers mon masque. C'est cela, arrêter de donner le change. Ne pas être dramatique sur ses besoins. Juste les laisser être visibles. Juste arrêter la répétition quotidienne de quelqu'un qui n'a besoin de rien. La deuxième chose est une habitude que je surprends encore chez moi. C'est celle-ci. S'excuser de prendre de la place. Désolé de vous déranger. Je ne veux pas être un fardeau. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais que vous êtes occupé. J'ai prononcé une version de ces phrases chaque jour pendant la majeure partie de 60 ans. Je les disais si automatiquement qu'elles ont cessé d'être des excuses pour devenir de simples signes de ponctuation. Une virgule avant chaque requête, un petit rituel d'auto-effacement que j'avais absorbé si jeune que je ne me souvenais pas de l'avoir appris.
Ma mère Dorothée le faisait. Sa mère probablement aussi. Vers 70 ans, j'ai commencé à le remarquer. Juste à le remarquer. Et ce que j'ai réalisé, lentement, comme quelqu'un qui rentre chez soi après avoir eu froid, c'est qu'à chaque fois que je m'excusais d'exister à un instant donné, j'apprenais aux gens autour de moi que ma présence était une gêne. C'est moi qui leur donnais cette information, encore et encore. Emma l'a remarqué. Cela va paraître étrange, mais Emma, la fille de Sarah, elle a 8 ans. Elle est venue un après-midi au printemps dernier et j'ai renversé un peu d'eau en lui servant un verre. J'ai commencé à dire « Oh, je suis désolée, quelle maladroite je fais, laisse-moi juste ». Et elle m'a regardé très sérieusement et m'a dit « Madame Marguerite, pourquoi vous demandez toujours pardon? Vous n'avez rien fait de mal. 8 ans. » Elle avait raison. J'avais renversé de l'eau. Ça arrive. Je ne devais d'excuses à personne parce que mes mains ne fonctionnaient pas tout à fait bien certains matins. Je ne devais à personne une excuse préventive pour avoir besoin d'aide, pour attraper quelque chose, ou pour marcher lentement, ou pour être là, tout simplement. Je pense à toutes ces fois où je me suis faite toute petite dans des cuisines, dans des bureaux, dans des pièces pleines de monde, pour absolument aucune raison. Juste par habitude, juste par le long dressage d'une vie entière. Vous n'avez pas à vous excuser de prendre de la place. Pas à 60 ans, jamais. La troisième chose est un point sur lequel je veux être prudente, car cela ressemble à un conseil et je ne le pense pas comme tel. Je le vois comme quelque chose que j'ai remarqué très tard et qui m'a blessé plus que je ne peux le dire. C'est ceci. Attendre que les choses soient différentes pour donner de l'amour. Attendre que les petits-enfants soient plus grands pour avoir une vraie conversation. Attendre que la maison soit mieux rangée avant d'inviter des gens. Attendre que la tension avec Léa s'apaise avant de l'appeler davantage. Attendre de se sentir mieux, plus soi-même, moins fatigué pour aller vers l'autre. Attendre que tout soit comme il faut. Les choses ne seront jamais tout à fait comme il faut. Je vais vous le dire franchement, non pas pour effrayer qui que ce soit, mais parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Les conditions ne seront jamais parfaites. Il y aura toujours de la vaisselle dans l'évier. Les petits-enfants seront toujours plus bruyants que ce que vous vous sentez capable de supporter. La fille compliquée restera toujours compliquée. Et si vous attendez, j'ai attendu avec mon père François. Je pensais qu'on aurait le temps. Nous étions partis vivre loin quand j'avais 27 ans, et les années ont passé comme passent les années quand on est occupé. Pas vite, exactement, mais silencieusement. Je pensais qu'il y aurait une longue visite plus tard, une vraie conversation, quelque chose qui rattraperait la distance. Il est mort quand j'avais 46 ans. Nous n'avons jamais eu cette conversation, et le chagrin de cela n'était pas la perte de qui il était, c'était la perte de qui nous aurions pu être si je n'avais pas sans cesse attendu le bon moment pour essayer. N'attendez pas. Quoi que signifie aimer pour vous en ce moment, avec les limites que vous avez, dans l'état de fatigue où vous êtes, c'est suffisant. Faites-le maintenant. Maintenant, je voudrais mentionner quelque chose brièvement. Il y a quelques mois, j'ai mis par écrit une grande partie de ce que j'ai appris sur la façon de rester indépendante, sur les choses que personne ne vous dit, sur les systèmes que j'ai mis en place après le départ de Richard, quand je me suis retrouvée seule pour la première fois de ma vie à 68 ans. J'en ai fait un livre. Je l'ai appelé « Le Code de la liberté ». Il est disponible dans le commentaire épinglé si vous le voulez. Ce à quoi je ne m'attendais pas, ce sont les messages que j'allais recevoir des personnes qui l'ont lu. Une femme nommée Diane m'a écrit pour me dire que sa fille l'appelait chaque semaine, paniquée à l'idée que Diane soit seule, faisant pression sur elle pour qu'elle envisage de s'installer dans sa famille.
Après avoir lu ce que j'avais écrit sur la construction de son propre filet de sécurité invisible, Diane a pu s'asseoir avec sa fille et lui dire « Voici exactement ce que j'ai mis en place. Voici pourquoi tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » Cette conversation a changé leur relation. Elle l'a changé pour le mieux. Une autre femme, elle s'appelle Carole, elle a 71 ans, m'a dit qu'en le lisant, elle avait réalisé qu'elle n'avait pas peur de vieillir. Elle avait peur de devenir un fardeau. Et qu'une fois qu'elle a compris cette peur pour ce qu'elle était, elle a pu commencer à agir. Je me sens encore un peu étrange à l'idée que des gens lisent mes écrits. Je vais peut-être le retirer bientôt. J'y ai pensé. Mais pour l'instant, il est là. Le lien est épinglé. Si ce que je dis aujourd'hui résonne en vous, vous en trouverez davantage là-dedans. La quatrième chose est une idée dont j'ai été convaincue presque toute ma vie que c'était une vertu. Et c'est celle-ci, ne jamais demander d'aide. Je pensais que l'autosuffisance était la plus belle qualité d'une femme. La femme qui gère. La femme qui trouve la solution. La femme pour qui on n'a pas à s'inquiéter. J'étais cette femme. J'étais très fière d'être cette femme. Et puis je suis tombée. Rien de dramatique. 3 marches devant ma porte arrière, une zone humide, et soudain j'étais assise par terre, dans le noir, essayant de faire l'inventaire de ce qui était cassé. Ma hanche était contusionnée. Mon poignet était foulé. Mon orgueil, qui était dans un état bien pire que les 2 autres, a mis le plus de temps à s'en remettre. Je suis restée là un moment, juste un moment, et j'ai pensé, personne ne sait que je suis ici. Non pas parce que je n'avais personne. J'avais des enfants. J'avais un voisin. J'avais à l'époque une petite amitié prudente avec Sarah au bout de la rue. Mais j'avais si bien entraîné tout le monde à me laisser gérer seule qu'à ce moment-là, par terre, dans le noir, j'étais sincèrement incapable de dire si quelqu'un finirait par s'en apercevoir. J'ai fini par réussir à rentrer. Je n'ai appelé personne cette nuit-là. Et c'est, je pense, aujourd'hui la partie la plus triste de toute cette histoire. Pas la chute, le silence qui l'a suivi. Ce que je sais maintenant, et que je n'ai pas semblé pouvoir apprendre pendant 7 décennies, c'est que permettre à quelqu'un de vous aider, c'est aussi lui faire un cadeau. Ce n'est pas une faiblesse que vous lui imposez. C'est de la confiance, c'est du lien. C'est ce que Sarah m'a dit une fois. Marguerite, quand tu me laisses t'apporter quelque chose, j'ai moins l'impression de te déranger. Elle gardait cette pensée en elle depuis 1 an avant de la formuler. Nous étions toutes les 2 si occupées à ne pas être un fardeau que nous nous tenions mutuellement à distance. Ceci va paraître ridicule, mais je veux le mentionner parce que c'est véritablement la 5e chose et je ne peux pas l'oublier. Garder la belle vaisselle pour les invités. J'ai un service en porcelaine qui appartenait à ma mère, Dorothée. Un bord bleu pâle avec un petit motif floral au centre. Elle l'utilisait 2 fois par an peut-être, à Noël et 1 fois quand sa sœur venait de province. Le reste de l'année, il restait dans le buffet, préservé pour une occasion qui n'arrivait presque jamais. Quand elle est morte, j'ai récupéré la vaisselle. Je l'ai mise dans mon propre buffet. Et je l'ai utilisée exactement le même nombre de fois qu'elle, pour le même genre d'occasion, pour le même genre d'invité. Un après-midi, Emma était là. Elle était revenue avec moi après l'école, l'arrangement que nous avions pris, et elle a demandé à voir les jolies assiettes, parce qu'elle les avait aperçues à travers la vitre. J'ai dit qu'elles étaient pour les grandes occasions. Elle a demandé « Quel genre d'occasion ?» Et je n'ai sincèrement pas pu répondre d'une manière qui ait du sens, même pour moi. Alors, j'ai sorti les assiettes. Nous avons mangé du fromage et des petits biscuits dans la porcelaine de ma mère, et Emma tenait son assiette très prudemment avec ses 2 mains et disait que c'était la plus belle assiette dans laquelle elle ait jamais mangé du fromage. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. La belle vaisselle ne vous remerciera pas d'avoir été préservée. Utilisez la belle vaisselle. Allumez la bougie un mardi.
portez ce vêtement que vous réserviez. Nous avons passé tant de temps à mettre notre propre vie en réserve pour des occasions qui n'arrivent jamais vraiment. La 6e chose est plus discrète et plus difficile à nommer, et c'est ceci: vivre à l'intérieur de l'inquiétude des autres. Je ne dis pas cela méchamment. Quand Léa m'appelle et que j'entends l'inquiétude dans sa voix, cette façon qu'elle a de lister les choses, un peu trop vite, de vérifier, de contrôler, je sais qu'elle m'aime. Je sais que l'inquiétude vient de l'amour. Je ne veux pas être méprisante envers cela, mais il y a une différence entre recevoir l'amour de quelqu'un et être géré par sa peur. J'ai remarqué ces dernières années que certains des choix que je fais pour ma propre vie, la façon dont je passe mes journées, ce que je mange, si je prends la voiture pour aller en ville, si je vois le médecin pour un petit rien, ont commencé à être dictés non pas par ce que je pense être bon pour moi, mais par ce qui causera le moins d'alarme chez les gens qui m'aiment. Et c'est une façon très silencieuse de se perdre soi-même. Il y a des femmes qui lisent ceci, ou qui regardent ceci, et dont les enfants ont des avis sur l'endroit où elles devraient vivre, comment elles devraient vivre, ce qu'elles devraient manger, avec qui elles devraient passer du temps. Des avis qui viennent de l'amour, des avis qui arrivent comme des suggestions et qui, avec le temps, deviennent une sorte d'architecture à l'intérieur de laquelle vous vivez sans l'avoir choisie. Je ne dis pas d'ignorer votre famille. Je ne dis pas d'être imprudente. Je dis, apprenez à faire la différence entre accepter l'attention de quelqu'un et abandonner votre propre jugement. De l'extérieur, les deux se ressemblent beaucoup. De l'intérieur, l'un ressemble à de l'amour et l'autre ressemble à une disparition. Vous êtes toujours l'auteur de vos propres jours, même maintenant, même avec des gens qui vous aiment et s'inquiètent pour vous. C'est encore vous qui savez ce que votre vie ressent de l'intérieur. La 7e chose, et celle-là, c'est celle sur laquelle je veux m'arrêter un instant avant de vous dire au revoir. C'est ceci, croire que la meilleure partie est derrière vous. J'ai porté cela pendant des années, discrètement comme on porte des choses dont on n'est pas tout à fait conscient. Le sentiment que les chapitres importants avaient été écrits, l'éducation des enfants, la construction de quelque chose, l'accumulation d'une vie, et que ce qui restait n'était que le long et calme épilogue. Je ne crois plus cela. Quelque chose a basculé. Je ne saurais vous dire exactement quand. C'est peut-être l'arrivée d'Emma dans ma vie, cette petite personne sérieuse qui traite ma compagnie comme si elle avait de la valeur. C'est peut-être la chute et les mois qui ont suivi quand j'ai dû reconstruire de petites choses que j'avais tenues pour acquises. C'est peut-être juste le temps qui finit par faire ce que le temps fait parfois, clarifier. Mais je sais maintenant que le chapitre où je me trouve n'est pas une note de bas de page, c'est une œuvre en soi. Il a sa propre qualité de lumière. Je remarque aujourd'hui des choses que je n'aurais pas pu remarquer à 40 ans, pas parce que je suis plus sage forcément, mais parce que j'ai enfin ralenti assez pour regarder. La semaine dernière, je me suis assise sur ma terrasse tôt le matin avec une tasse de café et j'ai regardé la lumière changer sur le champ derrière chez moi pendant environ 20 minutes. J'ai juste regardé. Je n'ai pas pensé à ce que je devrais être en train de faire. Je ne me suis pas sentie coupable d'être assise sans rien faire. J'ai juste regardé la lumière. À 40 ans, j'en aurais été incapable. J'aurais pensé à ma liste, à ce qui venait d'après, à ce que je devrais faire au lieu de rester assise là. Il y a quelque chose qui vient avec cette période de la vie et dont je pense que nous ne parlons pas assez honnêtement. Pas les pertes, nous en parlons déjà bien assez. Mais cette liberté particulière de n'avoir plus besoin d'être tout pour tout le monde. L'étrange cadeau d'avoir enfin la permission, si vous vous autorisez à la prendre, d'être simplement vous-même sous quelque forme, diminuée ou élargie, que vous soyez devenu. Je ne suis pas celle que je pensais être.
Je l'ai dit une fois à quelqu'un et il l'a entendu comme une déception. Ce n'en était pas une. C'était juste la vérité. Je ne suis pas celle que j'imaginais à 22 ans, à 40 ou à 60. Je suis quelqu'un que je n'avais pas tout à fait prévu. Et j'ai fait une sorte de paix avec elle, cette femme que je suis devenue. Elle est plus calme que ce à quoi je m'attendais, plus prudente. Elle a plus de regrets qu'elle ne le voudrait, et plus de grâce qu'elle ne pensait en trouver. Elle boit son café sur la terrasse le matin et elle regarde la lumière changer. C'est assez. C'est sincèrement assez. Il y a plus de tout cela dans ce livre que j'ai mentionné, Le Code de la liberté. Il est dans le commentaire épinglé. Si ce que j'ai dit aujourd'hui vous semble familier, si vous l'avez ressenti comme quelque chose que vous pensiez sans pouvoir le nommer, c'est là. Je le retirerai peut-être. J'hésite encore, mais pour l'instant, il est là. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je le pense vraiment. Il y a quelque chose dans le fait de savoir que quelqu'un est à l'écoute de ces mots qui fait qu'ils ressemblent moins à un monologue et plus à une conversation. Si vous voulez recommencer, le bouton est là. Je serai là. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.